Ils ne comprennent plus rien du tout. Ils sont déçus. C'est un coup terrible, bien sûr, porté à la Formule 1. Ce problème des pneus qui était apparu vendredi, qui était réglé hier parce que ce n'était qu'un tour de qualification et on pouvait ajuster la pression, n'était toujours pas réglé ce matin. On voulait amener des nouveaux pneus, mais on était coincé d'un autre côté par le règlement. Puis Ferrari, équipé de pneus Bridgestone, qui ne rencontrait pas de problème, disait nous, on a respecté le règlement, je ne vois pas pourquoi on serait pénalisé. On est là dans la quadrature du cercle et donc un scénario inimaginable. 6 voitures pour démarrer un Grand Prix. C'est du jamais vu. Je vous invite à nous suivre pour la suite sur la 2, Anne. Et voilà, nous on revient en direct, Thierry. Alors là, ça c'est un coup terrible pour la Formule 1. Hein. Eh oui, 14 voitures qui sont rentrées dans la pit lane. Certains... Écoutez les gens. Les gens qui sifflent, qui huent, et bien ça... Ah, écoutez ce qu'il dit, Alonso. Voilà, donc Alonso qui demande ce qu'il en est chez les autres. Tout le monde a respecté l'accord. 6 voitures en piste, tout le monde est dans les stands. Alors là, eh bien, Thierry, les conséquences, ça peut être quoi? Il est évident que le Speedway ici à Indianapolis peut se retourner contre la Formule 1, qui va se retourner, qui peut se retourner contre un manufacturier de pneus en disant attendez là. Et puis ça peut être sans fin ça. Hein. On peut dire tiens normalement on doit avoir 20 voitures sur la grille concernant, regardez les Américains, regardez, ça c'est un coup terrible, c'est une catastrophe hein, pour la Formule 1 ici. Ben, évidemment, comment voulez-vous revenir l'année prochaine et dire que c'est un show qui vaut la peine? Je comprends pas, quelque part, mais c'était insoluble, hein, c'était insoluble Thierry, parce qu'on ne peut pas pénaliser Ferrari, on ne peut pas pénaliser Jordan et Minardi, on ne peut pas pénaliser le manufacturier Bridgestone. On dit, bon bien sûr, il y a une erreur qui a été faite par Michelin, ils ont peut-être un peu dur à l'admettre, mais il faut reconnaître, il y a une erreur, elle a été faite, ils ont amené 2 spécifications qui n'étaient pas adaptées, ils ont voulu être à la limite de la performance, ils ont sans doute pris trop de risques, et bien voilà, on paye le prix fort, mais le prix est terrible parce que c'est ridicule. Bien sûr, c'est le règlement. 2 spécifications de pneumatiques qui peuvent être apportées, qui doivent être décidées une dizaine de jours avant le meeting. Eh bien, ceux de Michelin ne correspondaient pas aux particularités du banking du Speedway d'Indianapolis, où les vitesses dépassent les 300 km/h. Voilà maintenant tous les pilotes équipés de pneus Michelin qui sortent de leur monoplace. Voilà, donc Villeneuve qui sort. Alors là, eh bien, ça, c'est du jamais vu. Je crois que j'ai fait 209 Grands Prix. Yarno Trulli en pôle. Mais donc les pilotes sortent. Alors les explications qu'il va y avoir après, je vous dis pas. Mais bon voilà, le problème c'est que si évidemment les pneus étaient mieux répartis entre les équipes, eh bien on n'aurait pas ce genre de problème. Ici on est avec une pantalonnade de courses, imaginez, c'est incroyable. Alors les Minardi qui sont très fiables peuvent marquer un maximum de points, les Jordan aussi. Les Ferrari, est-ce qu'on va accorder le même nombre de points? Oui, bien sûr. À partir du moment où ils étaient sur la grille pour le tour de formation, eh bien, il y aura 10 points pour le vainqueur et puis 8, 6, 5, 4, 3. Mais il n'y aura pas 2 et 1 pour autant que les 6 voitures terminent ce Grand Prix. Mais c'est une situation, vraiment, c'est assez malheureux pour les spectateurs, pour les téléspectateurs aussi. On en est désolé. Les spectateurs n'ont pas été informés de la situation au public adresse car hier, pendant la journée du samedi, si nous étions au courant, eh bien, ils n'ont pas informé les spectateurs. On n'était pas au courant qu'on allait avoir ceci, hein, parce que jusqu'à la dernière minute, on ne savait pas ce qui allait se dessiner. Mais c'est vrai, Thierry, que les spectateurs, le public adresse n'a jamais mentionné ces problèmes. Mais c'est terrible hein, de voir 100 000 personnes, parce que là, vous voyez, il n'y a pas de monde de ce côté-là, mais c'est parce qu'il y a une partie du banking qui est utilisée pour les 500 miles, qui tourne en fait dans le sens inverse des Formule 1, mais qui n'est pas utilisée pour la Formule 1, où il y a une partie du banking et une partie de l'infield. Mais alors on est parti, Thierry, pour 69 tours avec 6 voitures. Schumacher, Barrichello, c'est grotesque, c'est du plus haut grotesque et c'est dommage parce qu'on allait avoir un Grand Prix passionnant et palpitant. C'est dur pour McLaren qui était très très bien et qui va certainement être le plus pénalisé. Ron Dennis le disait hier, mais évidemment que nous on a envie de courir. Vous imaginez, on est en première ligne, on sait très bien que Raikkonen a
plus d'essence que Jarno Trulli, donc il devrait le passer assez rapidement. On est très bien sur ce circuit, on a toujours été bien sur ce tracé. On devrait faire une bonne affaire et pour une fois les Ferrari sont pas trop mal et pourraient s'intercaler entre nous les McLaren et Renault et donc on pourrait prendre un maximum de points et réduire l'écart au championnat. C'est une belle occasion qui passe. Il y a beaucoup de politique derrière, il y a beaucoup de règlements de compte bien sûr. Il y avait un moment ce matin un simili-accord entre 9 écuries et Ferrari de l'autre côté. On sait qu'il y a un bras de fer depuis très longtemps entre les constructeurs et la Fédération internationale automobile avec Ferrari et Bernie Ecclestone. Ben ici, ça en est encore une illustration d'une certaine manière. Mais quoi qu'il arrive, tout le monde est perdant. Ferrari est perdant, mais McLaren, Mercedes, Renault, etc. c'est perdant. Moi, je mets un instant Thierry à la place de Carlos Ghosn, le nouveau patron de chez Renault. Eh bien, moi, à sa place, je dis, jouez dans cette pièce, c'est terminé. Vous pouvez aller vous faire voir. C'est pas possible parce que c'est ridicule, c'est grotesque et ça risque d'arriver. Ça risque d'arriver. Les constructeurs sont là pour faire valoir leurs intérêts économiques, pour profiter de cette vitrine technologique extraordinaire, puis on en arrive à des inepties pareilles. Bon, vous me direz d'un autre côté, il y a la sécurité. Il y a la sécurité des pilotes qui est primordiale et ça on doit en tenir compte. Il n'y a pas que la sécurité des pilotes, il y a la sécurité des, regardez, il y a des gens qui jettent des bouteilles tellement ils sont furieux. Il y a la sécurité des pilotes mais du public aussi et ça on ne peut pas jouer avec. C'est vrai qu'il faut en tenir compte aussi. Hein. Tout à fait Gaëtan. Je crois que la sécurité était l'argument numéro 1 ici à partir du moment où on avait vu que des pneus arrière gauche éclatait. Ici Jenson Button à l'arrière dans le paddock. Donc c'est certain, il ne remontera pas dans sa barre Honda. Eh bien, à partir du moment où il s'était rendu compte qu'il y avait des problèmes dans le banking, à cet endroit-ci, en haut de l'image, c'est là que Ralph avait perdu le contrôle de sa Toyota. Mais il s'est avéré après qu'après inspection de tous les pneumatiques, eh bien, il y avait au moins 11 voitures qui étaient victimes du même problème. Et donc dans ce cas-là, il est bien évident qu'il ne pouvait pas prendre le risque de rouler et d'avoir des accidents avec des conséquences qui pourraient être très graves. Regardez-moi ça. Incroyable, ça va être la rage des Américains. Je serais curieux de voir ce que le patron du Speedway, Tony George, va dire. Les Américains, hier, on discutait avec un spectateur américain. On lui disait il y a un problème de risque, il y a un problème d'accident. Il nous regardait incrédule en disant accident. Mais nous, on fait des courses toutes les semaines et on roule ici et on a des accidents tout le temps et ça ne nous arrête pas. Il avait l'air de dire mais vous, les Européens, vous êtes vraiment des... Mais écoutez les gens, c'est incroyable, les gens qui tapent, je ne sais pas si ça arrive jusqu'à chez vous, mais qui tapent sur des pieds sur les tribunes. Et je vous assure que quand il y a des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui tapent, ça fait du bruit. Il y a notre cabine qui tremble. Les gens qui ont le pouce vers le bas en se disant mais à quoi est-ce qu'on assiste, qu'est-ce qu'on est venu faire ici, on a payé pour quel spectacle. Eh bien oui, ça c'est terrible et il y en a même qui quittent le Speedway. Michael Schumacher devant Barrichello, Monteiro avec sa Jordan qui est 3e, Albers 4e, Kartikeyan et Friese Akker. Voilà, évidemment dans les écuries, chez Michelin c'est terrible, hein. Pierre Dupasquier on l'a vu, il est évidemment catastrophé, mais bon il n'y avait pas d'issue pour eux. Ils ont fait donc analyser les pneumatiques ici dans leur laboratoire de Caroline du Sud, aussi à Clermont-Ferrand. Ils ont remballé des pneus en Europe, ils en ont envoyé dans leur laboratoire aux États-Unis. On va écouter ce qu'il dit. Voilà, on l'encourage, on dit que ça marche bien, qu'il a un bon avantage sur Albers derrière. Il est 3e, Monteiro, c'est du jamais vu. Et donc, on ne parvenait pas à trouver, voilà, on revoit là quand la Ferrari a roulé, les deux Ferrari ont roulé sur la bouteille d'eau. Et donc, on ne parvenait pas à trouver vraiment la cause exacte de ces problèmes. Et chez Michelin, on disait, ben, on ne peut pas assurer la sécurité à 100% de ce type de pneumatique, même en adoptant des pressions supérieures pour 73 tours. Alors ils ont échangé, ça on en a eu la copie des documents officiels, des courriers officiels avec la Fédération internationale automobile en proposant des solutions dont on vous parlait tout à l'heure, rouler avec une chicane, permettre d'utiliser d'autres pneus, permettre de changer de pneumatique en rentrant plusieurs fois au stade. La FIA a dit oui, vous faites ce que vous voulez, mais il y a un règlement, mettre une chicane, ça c'est hors de question parce que ça désavantage les voitures équipées d'autres pneus qui n'ont rien demandé, qui ont respecté le règlement. Que voulez-vous faire d'autre? Et puis ce matin, en toute fin de matinée, Michelin a envoyé un nouveau communiqué en disant que dans les conditions
situation actuelle, eh bien, il ne pouvait pas garantir la sécurité, ou en tout cas que de tels incidents n'allaient pas se reproduire en conditions de course. Et ils ont donc donné des instructions en conséquence au team qu'ils équipaient. Ce qui est regrettable, hein, Gaëtan, c'est que la solution, on pouvait la trouver le samedi. À partir du moment où Michelin disait on ne roule pas avec ses pneus, on demande l'autorisation à la FIA de faire venir les pneus de Barcelone, les gommes D, les gommes les plus dures, qui sont arrivés ici. Et ils auraient pu rouler avec une pénalité en temps, peut-être une pénalité d'1 minute, une pénalité d'1 tour ou quelque chose comme ça. Mais à partir du moment où ils avaient utilisé leurs pneus samedi en qualification, ils étaient dans l'impasse, hein, ils ne savaient plus s'en sortir. Non. C'est terrible hein, pour Michelin. Là, c'est quand même une énorme contre-publicité. Aux États-Unis aussi, on imagine qu'ils ont été doublement prudents parce qu'on connaît en cas de problème les conséquences juridiques qui peuvent en découler. Mais enfin, avoir une telle pantalonnade, c'est vraiment dommage. Mais en même temps, c'est sûr que la sécurité est l'élément numéro 1. Il fallait trouver une solution. Bernie n'est pas parvenu à en trouver. Personne n'est parvenu à en trouver. La fédération est restée inflexible. Ici, on ne peut pas lui en vouloir. C'était logique parce que si vous commencez à changer les règles en cours de route, même dans des conditions extrêmes, à ce moment-là, tout est possible pour les fois suivantes. Hein. Bien sûr, le règlement doit rester le même pour tout le monde. Mais ça ne fera pas du bien à la Formule 1, c'est dommage. Ceci dit, d'autant plus qu'on était dans une année, qu'on est dans une année formidable. C'est pas une bonne chose pour la promotion du Grand Prix de France dans 15 jours. Le Grand Prix de Belgique, là on a un peu de temps, c'est le 11 septembre. Alors qu'il va rentrer là, Albers qui va déjà rentrer, sans doute pour un ravitaillement, alors qu'on remballe les affaires dans les écuries équipées de pneumatiques Michelin. Dicky Stanford, le team manager de l'écurie Williams BMW pour l'instant. Voilà, Albers qui rentre avec sa Minardi. Pour un changement de pneumatique, la Minardi, la PS05 qui marche pas mal, elle affiche un bon potentiel et Albers fonctionne bien depuis quelques grands prix, on peut le dire. Des deux pilotes chez Minardi qui découvrent ce circuit. Albers qui avait fait 11e au Canada, c'était le meilleur résultat de la saison pour Minardi qui avait marqué un point ici l'année dernière. Il rêvait secrètement d'en marquer un. Eh bien, ils vont en marquer une foulée s'ils sont fiables jusqu'au bout. Pour le championnat, c'est le retour des Ferrari de manière évidemment un peu anachronique et pour le moins étonnante. Ils n'étaient pas dupes hein, chez Ferrari. Ils nous disaient, bon, on a été sur le podium à Montréal, on a amassé 14 points, mais il faut relativiser ce double podium. On sait bien qu'on a dû mettre et qu'on doit aujourd'hui encore mettre nos espoirs sur les problèmes des autres. On est encore un tout petit peu en retrait par rapport aux meilleurs, mais on progresse. Bon, il est évident qu'ici, c'est des points qui vont tomber du ciel s'ils sont fiables et ils ne doivent pas pousser à l'extrême. Eh bien, Schumacher Barrichello pourrait faire à nouveau un doublé ici. Schum qui a gagné 3 fois ici. On a montré qu'il y avait de l'huile ou quelque chose d'autre, mais piste glissante. Ouais, je ne pense pas que c'est de l'huile. Je pense que ce sont des spectateurs qui commencent à jeter des bouteilles en plastique sur le circuit, comme on l'a vu à la sortie de l'épingle dans le virage numéro 10. Et voilà, regardez, regardez, effectivement, Thierry bien vu. Et pas que des bouteilles, n'importe quoi. Ouais. Les gens sont furieux, les gens s'en vont. Et ils comprennent pas, ils comprennent pas. Et c'est dangereux parce que ces images, ça passe sur tous les écrans géants le long du circuit. Et ça risque de donner de mauvaises idées à d'autres spectateurs qui sont déçus. Il y a de plus en plus de bouteilles qui atterrissent sur la piste. Mais bon, c'est terrible hein, mais ils ne comprennent pas. Vous imaginez, c'est une fête. Ils disent tiens, on a la F1 qui vient. On essaie de nous convaincre que ça vaut la peine. Et puis ils arrivent ici et ils voient ça. 6 voitures, ils ont coûté cher. Il y en a qui ont pris des avions, qui ont réservé des chambres d'hôtel dont les tarifs sont multipliés à la folie pour le week-end du Grand Prix. Et puis là, on leur donne 6 voitures en piste. C'est dur pour vous aussi, les téléspectateurs. C'est dur pour nous aussi. Thierry, nom d'un chien commentateur, parce que vous parlez de cette course qui n'en est pas une, tout en étant une. C'est assez incroyable. Je me demande quelles seront les conséquences dans le futur, quelles en seront les réactions d'après coup. Je dirais que tout le monde perd à ce jeu-là. Tout le monde a perdu. Bien sûr. C'est la seule certitude, c'est que tout le monde perd. Et dans le passé, eh bien, on voyait souvent Bernie Ecclestone qui parvenait à solutionner cela. Ce n'est plus le cas actuellement. Ouais, souvent, il est sorti d'impasse ou de situation en parvenant à sortir un
un lapin de son chapeau. Ici, il n'avait ni le chapeau ni le lapin. Il n'a rien sorti du tout. Il était très très mal pris. Et pourtant, il a bien essayé. Ouais, il a bien essayé. Mais bon, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, c'était vraiment ingérable, insoluble. Les gens ont eu hier la qualification. Il y a aussi eu des courses annexes. Et là, on peut en parler. Vous l'avez vu dans Warm-Up. Et bien, David Salens a remporté les 2 courses de Super Cup Porsche. C'est super. 2 fois sur le podium. C'est quand même pas mal. Et comme il nous disait hier, eh bien, entendre la Brabançonne ainsi sur un circuit de Formule 1, ça fait chaud au cœur. Il y a longtemps qu'on n'avait plus eu ça. Il a terminé premier de la 2e course aujourd'hui, Geoffroy Orion 8e et David Dermont 15e. Hier, Salens premier, Dermont 15e et Orion avait abandonné. Il y avait un Belge aussi en Formule 1, Renault, Maxime Soulet. Il avait fait Formule 1 BMW, pardon. Il avait fait des bons essais, mais il a été pénalisé pour un aileron non conforme pour un petit degré, ce qu'il a contesté d'ailleurs. Mais n'empêche, il a dû s'élancer pour les 2 courses depuis la dernière ligne. Il a néanmoins terminé 9e de la course disputée aujourd'hui et 12e de la course disputée hier. Maxime Soulet en Formule BMW, c'est pas mal. C'est pas mal pour lui qui se débrouille bien. Il était 2e du championnat avant l'entame de ce week-end américain où il n'y a pas de GP2. Et donc, après 13 tours, on a Schumacher-Barrichello tenu en 6/10e. Et puis 13 secondes sur Monteiro, Kartikeyan, les 2 Jordan, Frisaker-Albers. Mais Albers s'est déjà ravitaillé, bien sûr. Bon, on ne va pas s'exciter comme des fous sur cette course, bien sûr. C'est bien dommage. Les Américains vont rien comprendre. Il y avait Scott Speed, le pilote américain, qui était pilote d'essai, 3e pilote chez Red Bull. Il a roulé vendredi, il a bien roulé, il a fini la journée dans le top 10, ce qui est quand même pas mal pour sa 4e séance d'essai, parce qu'il avait aussi roulé à Montréal. Et donc il y a du potentiel chez lui qui roule en GP2 pour l'instant, mais qui sera peut-être titulaire chez Red Bull la saison prochaine. Il n'y a que 2 Américains qui ont été champions du monde en F1, Mario Andretti en 78 et Phil Hill en 61. Il y a d'autres championnats qui marchent bien ici, le Champ Car avec Sébastien Bourdet, leader, l'IRL avec Will Dunn, leader, qui a remporté les 500 miles au mois de mai, et la NASCAR avec Johnson qui est leader. Il y a des prétendants américains qui pointent le bout du nez. On parle bien sûr de Scott Speed, mais aussi d'autres noms, Hunter, Marco Andretti, qui est le petit-fils de Mario et le fils de Michael. Il y a Kimball et Allmendinger aussi qui sont les noms les plus cités, mais ça paraît assez loin tout ça. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, évidemment, ne risque pas nécessairement de ramener les Américains vers la Formule 1. Ce qu'il faut espérer maintenant, c'est que Ferrari laisse ses 2 pilotes se battre sur la piste pour la victoire. Ça paraît difficile, mais pourquoi pas? Car au championnat du monde, l'écart entre Michael Schumacher, qui est 5e et qui a 24 points, eh bien, il a 3 points d'avance seulement sur Rubens Barrichello. Ouais, Rubens Barrichello qui a dit maintenant j'en ai marre de toujours m'effacer pour mon équipier. Il n'est même pas sûr d'être encore là l'année prochaine. Il y a des déclarations un peu contradictoires. Donc raison de plus de me battre avec mon chef de file. Oui, bien sûr. Et il y a du championnat du monde, Fernando Alonso, 59 points. Quoi qu'il se passe, il restera toujours en tête du championnat du monde après l'arrivée de ce Grand Prix d'Indianapolis. Et Ferrari qui avait donc fait un podium, je vous l'ai dit, c'était la première fois d'ailleurs qu'ils avaient un double podium à Montréal, la première fois depuis 9 Grands Prix. Ils avaient marqué beaucoup de points. Ils auront un nouveau package aérodynamique dans 15 jours à Manicourt. On parle d'une nouvelle boîte, en tout cas d'une boîte un peu retouchée, de suspension retouchée aussi, d'une évolution moteur en gestation, de développement qui continue sur les pneumatiques Bridgestone. Ferrari qui pourrait revenir vers le haut de la scène. On écoute Kartikeyan. Donc on lui dit qu'il a maintenant une voiture très légère, qu'il n'y a que 10 kg de carburant dans la voiture, donc à peu près 13 litres. Ce qui signifie, eh bien, accélère, essayer de réaliser de bons chronos, car la voiture est la plus performante pour l'instant. Oui. En d'autres mots, on lui dit mais qu'est-ce que tu fous? Avance un peu dans un
chien. Voilà, Colin Coles, le directeur général du team, qui a eu quelques échanges de mots un peu difficiles avec Karthikeyan. D'un autre côté, c'est difficile de le virer parce que vous imaginez, il vient d'Inde et il y a quand même un potentiel économique assez important évidemment en Inde. Il y a un sponsor indien. On voyait parfois sur le diffuseur, je pense, de la Jordan, un message Bring Back Hockey. C'est pour essayer de faire revenir le championnat de hockey sur glace au Canada où il n'a pas disputé, je pense, l'année dernière parce qu'il y avait aussi eu des problèmes entre les propriétaires du championnat et les joueurs, les propriétaires de clubs. Un kilo qui est assez proche de Chaume. Ça, c'est le virage numéro 11. À partir d'ici, ils sont à fond pendant une longue durée. Albers qui a probablement bloqué une roue au freinage. Ouais. Voilà, l'intérieur. Virage numéro 8, très piégeux. De nombreux pilotes sont partis ici dans le gazon. Alors je serais curieux de voir ce que les Américains vont raconter tout à l'heure. On en a un, notre ami Jim, que l'on salue, hein, qui est de votre famille d'ailleurs, mon cher Thierry, et qui est là, excité comme tout par la Formule 1. Je serais curieux de voir ce qu'il va nous dire. Il nous racontait, point de vue anecdote tout à l'heure, pour vous dire que c'est quand même un pays où il se passe des choses incroyables. On avait rendez-vous avec lui le premier jour, et il est arrivé avec 6 heures de retard. On se dit, mais on a un chien, où est-il? Où est cet Américain perdu dans son pays? Eh bien, figurez-vous qu'il était bloqué à son aéroport, sans aucun avis, sans aucun avertissement au préalable. Alors on dit mais pourquoi? Eh bien parce que le président Bush est arrivé et évidemment par mesure de sécurité on ne prévient pas que l'avion présidentiel va atterrir et va arriver. Donc au dernier moment on a dit tous les vols sont cancelled, sont annulés et puis est arrivé le président et tous les vols ont été retardés pendant 6 heures. Et on a de nouveau vu une bouteille d'eau qui était sous la piste en bout de ligne droite et heureusement il y a des grands grillages. Voilà, que les grillages sont à peu près une hauteur de 10 mètres dans la ligne droite de départ où sont tous les spectateurs, car sinon je pense qu'il y aurait d'autres bouteilles d'eau ou canettes qui passeraient sur la piste. Ici on est dans la ligne droite opposée à celle de départ, elle fait 535 mètres. Et la partie vraiment très sinueuse, ce virage ici en deuxième, et puis les deux épingles en première à 80 km/h, la première. La deuxième, petit bout de ligne droite avant ce virage numéro 11 et à partir du point de corps ici le pilote est à fond pendant plus de 22 secondes. Il monte ici sur le banking, c'est à fond l'endroit où il voulait faire construire une chicane avant le banking mais qui n'a pas été réalisé. C'est quand même une image spectaculaire hein, dans la voiture. Il est à 337 km/h en bout de ligne droite. Vous imaginez, le record il a été établi l'année dernière, 351,7 km/h par une Williams BMW. Ce sera peut-être pas battu cette année parce que point de vue aspiration, il y a pas box. Voilà, il doit rentrer Friesacher. Il n'y a pas beaucoup de voitures pour profiter de l'aspiration. Friesacher, le pilote autrichien de chez Minardi, qui avait connu un petit problème de boîte vendredi, qui se plaignait de sous-virage hier. Oh là 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 là, encore une bouteille. Ouais, c'est ce qui s'était passé tout à l'heure. Incroyable, et les malheureux commissaires, ils doivent faire attention parce que leur sécurité doit être aussi assurée. Les commissaires qu'on salue bien sûr, mais attention aux pilotes, hein, recevoir une canette comme ça à 300 km/h. Non, ça c'est fou. Hein. Ça c'est terrible. Bon, ça évidemment il ne faut pas réagir comme ça non plus. Les spectateurs, je peux comprendre leur déception, mais les pilotes qui sont dans les voitures n'en peuvent rien. Voilà Friesacher qui rentre. Ils sont en piste. Eux, ils n'ont rien à se reprocher, ces teams et ces pilotes-ci depuis le début du week-end. Ils ont respecté les règles et ils ont été tout le temps dans les normes. On ne peut rien leur dire et ils font leur course. Mais que voulez-vous qu'ils fassent? Ils font leur course et voilà, ce serait vraiment catastrophique eux aussi qu'on en arrive à un accident ou qu'eux aussi soient pénalisés. Mais en tout cas, c'est une publicité pour ces trois teams, ces 6 voitures incroyables. Minardi et Jordan, ils n'auront jamais eu pareil temps d'antenne. Voilà Friesacher qui ressort de la voie des stands. Longue voie des stands. Et oui, comme pendant ce temps, les voitures qui sont sur la piste roulent à plus de 300 km/h, eh bien, les stratégies, généralement, c'est de 1 ou 2 ravitaillements. Une stratégie à 3 ravitaillements était quasi impossible, même si on pouvait penser que Jarno Trulli en pole position était avec très peu d'essence dans sa voiture, étant quasi certain qu'il ne parviendrait pas à
terminer ou en tout cas à rouler ce Grand Prix suite aux problèmes de pneumatiques rencontrés. Voilà, alors Karthikeyan qui rentre à l'instant, le pilote indien pour son ravitaillement. Donc on a après 20 tours Schumacher, Barrichello dans 7 dixièmes, Monteiro et puis Karthikeyan qui rentre, Albers et Friesacker qui ont déjà ravitaillé, qui vont se faire prendre un tour tout à l'heure évidemment. Donc c'est une situation surréaliste, hein, surréaliste. C'est les deux Ferrari qui se battent, là ben voilà, qui ont déjà pris un tour à la Minardi. Les deux Ferrari qui se battent à la régulière semble-t-il, l'un derrière l'autre là, sur ce tracé d'Indianapolis, mythique, légende du sport automobile. Et bien aujourd'hui, point de vue légende, on a été gâtés. Il ne reste qu'une petite bandelette de pavés, de briques, le Brickyard, en souvenir des 3 200 000 briques qui étaient à l'origine sur la piste en 1909. On en est loin aujourd'hui. Et alors, il y a aussi une chose marrante, c'est que comment il s'appelle, le public adresse ici, eh bien, c'est le même depuis 1946. Tom Carnegie, qui a vu toutes les courses sur le Speedway depuis 1946, tous les 500 miles, etc. Et il commence toujours ses commentaires en lisant et puis c'est parti. Et quand on le voit, il a vraiment l'air très vieux. Hein. Vous imaginez Gaëtan Vigneron en 2060 sur la 2060, en 3010, qu'est-ce que vous pensez? En 3010, oui, où serons-nous à ce moment-là? En disant, vous vous rappelez, en 2005, Team Radio. Qu'est-ce qu'on lui a raconté là? Il n'a pas encore ravitaillé, hein, Monteiro. Est-ce qu'on est prêt pour l'accueillir? Je regarde chez Jordan. Oui, on sort le matériel chez Jordan. Le message était qu'il rentrait ce tour-ci. Ouais, voilà. Alors, est-ce que c'est encore une bouteille pour Albers? Non, donc Monteiro va rentrer maintenant. Monteiro va rentrer maintenant. Il est troisième, mais pour lui, vous imaginez, il peut faire un podium. Mais j'aimerais pas trop être à la place des pilotes pour aller sur le podium, parce qu'à mon avis, ils vont se faire copieusement huer. Les gradins qui sont pas mal dégarnis. Je pense qu'au niveau sécurité, les forces de l'ordre vont devoir quand même protéger un peu le paddock. Voilà Monteiro qui rentre. Vous imaginez, il y a des gens qui sont venus de Colombie pour supporter leur Montoya national. Ils ont déployé des grands drapeaux, des grandes banderoles, et puis ils ne le voient pas. Ils se disent il n'y a pas de course. Enfin, oui, il y a une course avec 6 voitures. C'est dingue, hein. Ouais, Monteiro qui a fait changer les réglages de l'aileron avant parce qu'il avait une voiture légèrement survireuse. On a fait un demi-tour de moins sur l'aileron avant. Et ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on avait l'impression, ici à Indianapolis, qu'on allait avoir une belle course, que les Ferrari étaient dans le coup à la régulière, qu'elles marchaient bien. Ils ne savaient même pas très bien pourquoi les voitures marchaient bien. Ils se disaient, ben, elle n'a pas beaucoup changé par rapport au Canada, mais elle convient mieux à ce circuit. Oui, mais donc on avait les McLaren qui marchaient super bien, les Renault qui étaient là, les Ferrari qui étaient là aussi, et puis on avait par exemple la barre qui pouvait jouer un rôle aussi, pourquoi pas la Toyota. Donc c'était vraiment un scénario idéal pour un Grand Prix superbe. Donc je pense que Bernie était déçu de la promotion de la Formule 1 Indy en disant ce n'est pas une promotion assez agressive. C'est vrai que vous avez beaucoup d'événements en peu de temps, il y a les 500 miles, il y a la F1, il y a le NASCAR au mois d'août, mais vous devriez faire une promotion un peu plus agressive. Je crois qu'on va le renvoyer à ses chères études en lui disant oui, mais vous avez intérêt à nous proposer un autre spectacle aussi. Bernie qui disait pour que la F1 soit populaire aux États-Unis, il faudrait un pilote américain, mais un pilote américain qui gagne. Alors que chez Ferrari, voilà, on va se préparer pour un ravitaillement. Vous imaginez s'il y a des abandons dans cette course. Voilà, dollar back, remboursez-nous, donnez-nous notre argent. Alors c'est assez incroyable, c'est que c'est la FOM en fait, la société de Bernie qui voilà, rentrée au stade d'une Ferrari, qui assure la réalisation du Grand Prix, et il n'hésite pas à montrer ces images. C'est Rubens Barrichello qui rentre, Mo Schumacher 24 tours reste en piste. Bien sûr, en rentrant le premier, il va être théoriquement pénalisé, car Schumacher avec une voiture plus légère devrait rouler plus rapidement. On vérifie le pneumatique, pas de souci, on dégage les entrées des radiateurs. Voilà, il ressort sans problème. C'est très important.
pour Ferrari, marché le plus important pour Ferrari aux États-Unis. BMW nous disait hier, c'est aussi un marché capital pour nous. On vend le plus de voitures ici après l'Allemagne. C'est ici encore des bouteilles qui jonchent le sol sur la piste. Ah, ils vont tous perdre. Là. Attention, ça c'est inattendu. Michael Schumacher qui va être gêné justement. Dans l'infield, dans la partie sinueuse. Il ne reste que 2 virages, donc il va pas être gêné très longtemps. Par Albers, c'est le comble d'être gêné quand il n'y a que 6 voitures en piste. Et donc il va rentrer ce tour. Non, il ne va pas rentrer ce tour-ci. Non, il reste encore en piste. Et alors il va regarder comment il va passer Albers avec l'aspiration, puis le passer en bout de ligne droite sans doute, encore que. Il y a les drapeaux bleus évidemment. Ouais. Il agite les drapeaux bleus mais très tôt. Et voilà, là il plonge au freinage, pas de problème. Pas beaucoup plus rapide en ligne droite que la Minardi. Non. 337 pour 336 pour la Minardi. Bien sûr, on peut être certain que chez Ferrari, ils ne roulent pas avec la cartographie idéale et qui sont dans un mode un peu plus sage pour ne pas risquer de casser le moteur. Voilà, on va revoir ici Albers dans ses œuvres. Il bloque un peu une roue alors que chez Ferrari, on se prépare maintenant pour accueillir Michael Schumacher qui va rentrer dans un instant. Ralph qui s'est répandu dans la presse américaine vendredi ou jeudi en disant bien moi je vous dis que mon frère prendra sa retraite, il ne s'amuse plus. Schumi a rétorqué mais d'abord je pense qu'il devrait plus parler de problèmes qui le préoccupent chez Toyota où il est devancé par Jarno Trulli. Je vous ai déjà dit que je m'amuse toujours en F1, que je suis toujours motivé, que même quand je ne gagne pas, j'ai vécu cette année des courses vraiment très excitantes et que je continuerai. Et puis quelqu'un a rajouté voilà Schum qui rentre. Eh bien, ce sera son épouse qui décidera. Ce sera Corina, peut-être après un crash ou quelque chose d'important, qui dira est-ce que Michael, tu ne devrais pas arrêter? Attention Gaëtan, je vous interromps, mais vous avez vu que les mécaniciens sont prêts avec un pneu arrière de chaque côté. Ils ont un pneu arrière gauche qui est prêt. Alors, a-t-il un souci? Vont-ils le changer? Voilà, ils le vérifient au cas où. Ils sont prêts à le changer, mais ça semble bon. Et là Thierry, donc il faut expliquer aux téléspectateurs parce qu'on leur dit on doit faire tout le Grand Prix et toutes les qualifications avec le même pneumatique, c'est vrai. Il y a un cas où on peut changer un pneu, mais un seul pneu, et encore on ne peut pas le changer quand on fait un ravitaillement en essence. Voilà. Et pendant ce temps, Barrichello en a profité avec un ravitaillement plus court de passer devant et de prendre la tête de ce Grand Prix des États-Unis. Et donc ils ne peuvent changer qu'un pneu, mais pour une raison bien évidente, c'est s'il y a un problème de sécurité. Alors un problème de sécurité, si le pneu a par exemple bullé, s'il y a des trous dedans, ou alors s'il y a un très gros plat, on se souvient Raikkonen au Grand Prix d'Europe au Nürburgring où son plat sur le pneu avant droit avait finalement provoqué la rupture du triangle de suspension. Oui, il aurait pu s'arrêter, mais il savait qu'en s'arrêtant et en changeant de pneu, ce qui aurait sans doute été accepté par la FIA et par les contrôleurs, eh bien il aurait perdu la victoire. Donc, alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que les Michelin n'ont pas fait ça alors aussi? Là, la fédération a dit, on va écouter Kartikeyan. Voilà, 7 secondes d'avance sur Albers. Après les ravitaillements, il est en 4e position. Attention, méfie-toi des pneus, surveille-les parce que la voiture est assez chargée en essence. Alors on pouvait dire, tiens, pourquoi les Michelin ne faisaient pas quelques tours à la pression recommandée par le manufacturier et puis rentrer pour changer en disant maintenant ça devient dangereux. On leur a répondu oui, on peut éventuellement le faire, mais vous n'allez pas pouvoir changer un nombre inconsidéré de fois de pneus et sinon les pénalités allaient de nouveau tomber. Donc on était de nouveau dans une situation sans issue. Eh oui, si on avait vu les voitures équipées de pneus Michelin qui rentraient tous les 7 ou 8 tours, ça aurait été un drôle de Grand Prix. Chaque fois pour changer un seul pneu, le pneu arrière gauche. Je vais vous parler des pressions. Il faut savoir qu'en Formule 1, ils roulent avec des pressions fort basses, à peu près 1 bar, 1, soit la moitié de ce que l'on utilise sur des voitures de route. Et ici, les pressions qui ont été recommandées pour pouvoir avoir une meilleure stabilité et que le pneu se déforme moins dans le banking, c'était à peu près 20% de plus, 1 bar 3, ce qui rendait pendant les essais du samedi les voitures quasi inconduisibles dans l'infield, où c'est très lent et où les pneus étaient un peu trop durs avec trop de pression. Team Radio. So the situation is at the moment we have 2 laps more fuel than Rubens. We have 2 laps fuel than Rubens. Voilà. So we need to close it down. Try and
save a bit of fuel, in case we can get an extra lap to add to the margin, and then we'll see what we can do at the next pit stop. Voilà, on verra ce qu'on fera pour le prochain pit stop, mais il a de l'essence pour faire 2 tours de plus que Rubens Barrichello, et on lui dit peut-être que si tu économises un peu, tu pourrais en faire encore un tour supplémentaire, et puis on verra ce qu'on peut faire pour le ravitaillement suivant. Hein. C'est ça, Thierry. On discute avec chez Bridgestone. On m'a raconté une anecdote concernant Michael Schumacher, qui est donc deuxième derrière Barrichello pour l'instant. Vous savez qu'il vit en Suisse et il est allemand bien sûr, et il adore la confiture et il va acheter sa confiture en Allemagne et non pas en Suisse. Pourquoi? Eh bien parce que ça coûte plus cher en Suisse, alors il va l'acheter en Allemagne. Et un jour, eh bien on est venu sonner à la porte. Corinna, son épouse, a ouvert la porte et elle s'est retrouvée avec un charmant monsieur qui lui a donné un petit pot de confiture et puis qui lui a dit: tiens madame Schumacher, vous voulez pas sortir de votre maison? Et s'est retrouvé devant la maison un énorme camion avec une tonne de confiture. Elle s'est demandé ce qui se passait et le monsieur lui a dit: c'est pour vous, c'est offert, mais dites à votre mari que désormais plus jamais il ne doit dire que notre confiture est plus chère en Suisse qu'en Allemagne. Vous pouvez tout avoir comme ça, vous ne raconterez plus jamais ça. Oula, quelle image renversante. Thierry, qu'est-ce qu'on fait si on faisait une petite interruption de publicité? Elle n'est pas très longue, hein, 31 secondes, et on revient pour ce Grand Prix incroyable. Allez, à tout de suite. Just to confirm everything looks okay with the tyres, no problem with the tyres. Voilà, The wheel prediction is fine, more than 100 laps, no voilà, on lui dit pas de problème. On écoute donc Michael Schumacher qui parle. On lui dit pas de problème avec tes pneus. Et au point de vue usure, ben, ça va aussi. Et qu'ils étaient bons même pour une centaine de tours. Ce Grand Prix en comporte 73 et on est dans le 30e. Et voilà, de nouveau des bouteilles qui atterrissent sur la piste. Ça, c'est assez surréaliste quand même, bien dommage. Donc un Grand Prix incroyable. Si vous nous rejoignez maintenant, et bien donc il y a 30 tours de couru. Rubens Barrichello est en tête avec 2 secondes 4 d'avance sur Michael Schumacher, un ravitaillement un peu décalé. Et puis derrière, 4 voitures seulement. Montero sur la Jordan à 25 secondes. Kartikeyan, Albers et Friesacher. Les autres voitures ne sont plus là, elles ont fait le tour de formation et puis ont disparu de la circulation. Incroyable, parce que tout simplement, eh bien, les pneumatiques Michelin ne pouvaient pas garantir la sécurité nécessaire pour un déroulement normal de ce Grand Prix. Donc, je pense qu'au Canada, il y a une semaine, il y avait sur l'ensemble du week-end 364 000 spectateurs qui étaient ravis du spectacle offert, avec beaucoup d'abandons. Là au Canada, il y avait eu 9 abandons. J'espère qu'il n'y en aura pas autant ici, sinon on n'aura plus rien du tout à se mettre sous la dent. Enfin, 9, de toute façon, c'est pas possible. Et après le Grand Prix, tous les pilotes s'étaient retrouvés chez Guy Laliberté, le président fondateur du Cercle du Soleil, pour une grande fiesta, pendant que les mécaniciens avaient rechargé tous les camions, qui étaient en fait des camions de location. C'était assez étonnant, puisque les motorhomes et les camions habituels ne viennent pas pour les courses ici aux États-Unis et en Amérique du Nord. Et donc on a tout chargé dans des camions de location pour traverser 5 États aux États-Unis pour arriver ici à Indianapolis. Chez Barr, il me disait qu'ils avaient 30 tonnes de matériel. La télévision canadienne qui racontait qu'ils avaient doublé leur audience par rapport à l'année dernière. Il y avait l'effet Villeneuve et le championnat plus excitant. Bon, aujourd'hui évidemment c'est un peu différent. C'est un peu dommage. Le promoteur du Grand Prix de Belgique, pardon, Thierry, qui dit oui, par contre pour attirer le public belge, ça c'est difficile, hein, on espère avoir 70 000 personnes à Francorchamps, Albers qui rentre, mais on a difficile à attirer les Belges. Pourtant le spectacle ça vaut la peine, surtout comme sur un tracé comme Spa. Hein. Et oui, quand on peut voir 20 voitures sur un circuit de Formule 1, oui. Eh bien avec des virages aussi spectaculaires que le Rayon, il a calé Albers. Dommage, il va se faire passer par son équipier Friesacher. Ouais, Barrichello qui repasse 2 secondes 1 d'avance sur Schumacher qui est plus rapide. Montero 3e, Kartikeyan 4e, Friesacher 5e et Albers qui repart. Il a calé, c'est dommage. 6e, Albers qui vit en Belgique à Anvers.
On avait déjà des craintes et eu pas mal de discussions avant tout ce qui s'est passé ce week-end sur la règle du pneu unique, après ce qui s'était passé avec Kimi Raikkonen. Hein. L'association des pilotes s'était un peu inquiétée de la sécurité avec le pneu unique en disant quand on est sous le régime de la voiture de sécurité, parce que là la température du pneu et la pression diminue et on n'a plus moyen après de retrouver la fenêtre idéale d'utilisation et comme la pression des pneus chute, ça peut chuter même on m'a dit jusqu'à 20%, et bien ça pourrait devenir dangereux sur certains tracés. Ils avaient cité pourquoi pas Indy mais surtout Monza et Spa. Hein. Oui, bien sûr, surtout quand le pneu est fort usé, qu'il y a très peu de gomme, parce que moins de pression, ça veut dire une hauteur de caisse beaucoup plus basse et ils peuvent toucher avec le patin qui est en dessous du front plat, ils peuvent toucher justement dans le banking. Ça se voyait énormément lors des premiers tours vendredi matin, de nombreuses voitures. Il y en a qui chuchotent que tout cela est aussi un peu téléguidé et qu'il y a de la politique là derrière. Encore Albers, là, c'est toujours au même endroit qui bloque son pneumatique. Mais que si on arrivait à un seul manufacturier de pneus, on aurait plus cela. Et c'est vrai que c'est sans doute vers ça qu'on va dans le futur. D'ailleurs, la Fédération internationale automobile qui, sur son site internet, a envoyé toute une série de questions pour demander que vous vous prononciez, vous les spectateurs, les téléspectateurs. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont écrire après ici pour donner des indications pour le futur. Eh bien, la FIA a proposé des règles pour 2008, pour le championnat 2008. Alors ça va un peu dans tous les sens. Ce ne sont encore évidemment que des propositions qui vont dans le sens d'un contrôle un peu de la performance qui ne pourra jamais être trop importante au risque de mettre en cause la sécurité du public, des pilotes et des commissaires, que tout le monde devrait pouvoir faire la compétition sur une même base, que on devrait garder une certaine innovation technique, mais quand même dans certaines limites, que toute technologie qui serait invisible ou inaccessible au public, eh bien ça sert à rien, on pourrait l'éliminer, qu'on ne devrait plus avoir recours à des matériaux trop chers, que les aides au pilotage, oh là là, regardez les gens qui s'en vont, que les aides au pilotage devraient être réduites, qu'on devrait réduire encore la pluie, etc. Qu'il y aurait je dirais une sorte d'uniformité de la Formule 1, point de vue moteur, etc. Point de vue des boîtes de vitesse qui serait un peu uniforme quelque part. Hein. Oui, mais Il n'y avait qu'un seul manufacturier de plus à ce moment-là, mais c'est pour 2008. Hein. Bien sûr, ce qui s'est passé ici ce week-end risque de provoquer certaines choses pour l'année prochaine. Mais il faut savoir que le règlement dit bien qu'ils peuvent apporter 2 spécifications de pneumatiques par Grand Prix. Et le but, c'est d'avoir justement des pneus de course performants et puis d'avoir ce qu'on appelle un backup, des pneus plus durs, au cas où les pneus performants ne résistent pas à ce circuit. Et dans la Formule 1 avec une telle compétition entre les écuries et bien sûr les manufacturiers de pneumatiques Bridgestone et Michelin, plutôt que de venir avec une solution prudente, ils amènent 2 spécifications très performantes toutes les deux, qui ne sont pas très éloignées. Et donc on s'est retrouvé dans une situation... C'est là leur erreur. Hein. Voilà, c'est que s'ils avaient pris une gomme très dure, les gommes de Barcelone, les gommes D, et des gommes qui pensaient qu'elles étaient suffisamment performantes ici, ça serait peut-être passé. Mais comme en plus on a changé le revêtement ici dans l'ovale, et c'est très visible quand on marche sur la piste, parce que la piste n'est pas lisse, elle est carrément rainurée le long de la longueur. Et bien, quand ils sont dans le banking, l'usure des pneumatiques et le travail effectué est tout à fait différent de ce qu'on a sur les circuits européens. Ils disaient bien chez Michelin, les techniciens, c'est impossible pour nous de simuler les conditions du banking. Donc Barrichello, Schumacher, Montero, Kertikeyan, Friesacker et Albers. Et puis tous les autres eh bien, ont abandonné. C'est en tout cas comme cela que ça figure sur notre écran officiel. Toutes les autres voitures ont abandonné avant même le départ dans le tour de formation. Incroyable. Et dire qu'il y a encore des promoteurs qui se bousculent au portillon pour organiser des grands prix. Le dernier en date, c'est l'Afrique du Sud à Cape Town en 2008. On avait eu un grand prix là, mais c'était en 93 le dernier. Bernie serait pour. C'est maintenant le gouvernement qui va devoir décider si oui ou non ils vont soutenir cette candidature.
L'année prochaine, on aura le moteur V8 2 litres 4 qui pourrait permettre d'ailleurs, disent certains, un Grand Prix non-stop sans ravitaillement, avec moins de consommation et un réservoir plus grand, parce que le moteur pourrait prendre un peu moins de place peut-être. On pourrait avoir des Grands Prix sans pit stop. On dit même que Ferrari aurait regardé un peu s'il y avait moyen de faire quelque chose de ce côté-là. Albers qui se fait passer là par la Jordan. Il se fait prendre un tour en réalité. Ouais. Moteur V8 pour l'année prochaine, 2 litres 4, annoncé à 700-750 chevaux la première année. Mais on se demande combien de temps il faudra avant qu'ils arrivent à 800 ou 900 chevaux. Maintenant, les moteurs actuels, 3 litres de cylindrée, ils dépassent les 900-930 chevaux et les 19 000 tours minute. Mario Illien de chez Ilmor Mercedes dit moi je ne suis vraiment pas pour passer au V8 parce que ça équivaudra à réduire la puissance via la voie la plus chère. On ne parlera que de régime moteur comme vous le disiez il y a un instant l'année prochaine et cela coûte très très cher pour en gagner. Alors qu'on peut saluer aussi Thierry la victoire aux 24 heures du Mans dont c'était la 73e édition. Et bien de Tom Kristensen qui s'adjuge sa 7e victoire et qui déloge donc notre champion Jackie X, 6 fois vainqueur, 7 victoires pour Tom Kristensen sur Audi, associé à Werner et à Gigi Leto, le Finlandais qui est en F1 dans le passé chez Sauber notamment. Mais c'est formidable, un chapeau à Tom Kristensen qui roule et bien d'ailleurs aussi en DTM. Et tout ça 50 ans après le terrible accident le 11 juin 1955 de la Mercedes du Français Pierre Lévesque qui était parti dans le public. Il y avait eu 79 morts à l'époque. Ils avaient fait une petite commémoration. Alors que notre ami Roger nous amène un petit rafraîchissement, mon cher Thierry. En voilà un qui n'est pas découragé par ce qui se passe sur la piste. Barrichello qui vient de signer le tour le plus rapide en 1:12.384. 2 secondes 8 d'avance sur Michael Schumacher, évidemment un peu plus léger puisqu'il a un peu moins d'essence, mais il fait une belle course Barrichello qui cette année se débrouille pas mal. Il avait fait une course superbe en revenant de la dernière position à Montréal et en terminant 3e sur le podium. Il y a aussi l'Open de golf, l'US Open aux États-Unis, le trophée le plus prestigieux en golf, qui occupe aussi pas mal les écrans de télé durant ce week-end aux États-Unis. Ce qui était assez incroyable, c'est de voir que les 24 heures du Mans étaient diffusées pendant 17 heures à la télévision ici aux États-Unis. Ouais, et par rapport au Grand Prix de Formule 1, eh bien, beaucoup moins d'heures de retransmission pour le Grand Prix. Il y a quand même le Speed Channel là, qui était très présent pour les séances libres, les qualifs et la course avec pas mal de commentaires, de réactions, etc. aussi. Ils essayent d'imposer, comme on le disait, la Formule 1. Et regardez, les spectateurs, bon, ben, ils sont contents de passer la TV, mais ils sont pas contents du spectacle qu'on leur propose. Il y en a encore quand même qui sont là. Sont assis un peu découragés, qui regardent en se disant mais qu'est-ce qu'on est venu faire ici, mais enfin il fait pas trop mauvais, on passe un après-midi à voir ces fous dans leur petite voiture, on n'y comprend plus rien du tout. Comment ça se fait qu'il y en a si peu? Et nous voilà Paul Stoddart qui rajoute son petit grain de sel. Et oui mais là qu'est-ce que vous voulez faire mon ami Paul? Ça va encore entraîner des discussions et des bagarres dans le futur. En fait, bon, c'est politique, hein, il faut être clair. Hein. C'est étonnant qu'on ait les 3 teams qui sont du côté de la FIA et du côté de Bernie. C'est Ferrari, Jordan et... Non, pourtant, Minardi pas. Non, c'est vrai, Minardi pas. C'était Red Bull qui était du côté de... Non, Minardi pas, oui, c'est vrai. Enfin, il y a quand même de la politique là derrière. Mais c'est vrai, Minardi pas. Minardi qui a roulé en disant nous on est en pneu Bridgestone, on roule. Donc ce n'est pas que politique, mais il y a évidemment de la politique là derrière. Et ça va encore beaucoup discuter après. 3 secondes maintenant entre Barrichello et Schumacher. Pourtant, il devrait être content, Paul Stoddart. On voit ces voitures comme on ne les verra plus jamais. Sans doute, autant. Et normalement, Barrichello devrait ravitailler dans moins de 10 tours.
dire qu'on se réjouissait de ce duel entre Alonso et Raikkonen. C'est ces deux champions formidables qui vont écrire les plus belles pages de l'après Schumacher. C'est partie remise, hein. C'est dans 15 jours à Magny-Cours. Remise dans 15 jours à Magny-Cours. Deux pilotes qui ont en commun une incroyable détermination, une analyse technique toujours pertinente, mais des styles de pilotage différents, des caractères différents, l'exubérance latine et la froideur nordique. Issus de milieux sociaux, tous les deux assez modestes, mais de formidables champions. On en a un autre, c'est Michael Schumacher qui est toujours là, qui se dit être encore le maître. Mais il y a une nouvelle vague qui apparaît. Il y en a d'autres, même dans les formules inférieures, qui sont là aussi. On pense à Kovalainen, qui est le Finlandais, qui fait partie de la filière chez Renault, qui est leader du championnat en GP2. Où les prochaines épreuves se disputeront aussi en France et qui eh bien, est très talentueux. Puis il y a aussi Lewis Hamilton en F3 qui a encore remporté le dernier Masters il n'y a pas longtemps en partant de la pole. Il gagne tout sur son passage. Salut aussi notre ami Bouvi qui a remporté les 12 heures de Francorchamps. On salue tout le monde, les autres Belges qui se sont distingués ici, on vous l'a déjà dit. Aussi Limers qui a eu 60 ans, comme vous l'avez vu, avec cette très jolie émission signée par notre ami Rodrigo Benkens et Armel et toute leur équipe, les 60 ans d'Eddy. Voilà, on le salue aussi. Les voitures qui vont arriver ici dans le banking ou à l'extérieur maintenant, ils ont mis des nouvelles barrières. Oui, et ça a bien joué tout à l'heure, vendredi. Hein. Ouais. Des barrières qui s'appellent Safer. Il y avait la version 1 qui était apparue en 2002. On lui demande de passer la 6e dans la ligne droite derrière les stands. Il dit qu'il n'y a pas de souci de l'utiliser à cet endroit-là. Et donc ces barrières Safer qui sont en réalité deux barrières avec de la mousse à l'intérieur, à peu près 1 mètre de mousse. Il y a une version 2 qui est apparue cette année avec les barrières extérieures un peu arrondies, la mousse absorbante qui est bien placée entre le mur et la barrière, et puis les points d'attache au mur qui sont renforcés. C'est 5 tubes d'acier du côté de la piste et c'est très efficace. C'est utilisé aux États-Unis. Rare de voir ça en Europe, mais ça remplit bien sa fonction parce que ça permet d'absorber le choc et le pilote ne va pas taper directement contre un mur. Voilà, restart the race et on recommence la course, le pauvre malheureux. Donc 6 voitures en piste, Michael Schumacher qui vient de tourner le plus vite, 42 tours. Ah non, Barrichello qui vient de retourner le plus vite, 1:12.026. Superbe course de Barrichello, Schumacher derrière à 3 secondes et puis Montero, Kartikeyan, Friesacher et Albers. Schumi qui était allé se promener dans un ranch à Montana avant le Grand Prix du Canada où il avait fait du cheval en compagnie de ses enfants et de son épouse Corina. Et puis entre les deux Grands Prix, eh bien, il est allé un peu faire du vélo ici dans la région. Lui qui nous disait les deux Grands Prix les plus exigeants pour moi d'un point de vue physique, c'est la Malaisie et Monaco. Monaco parce qu'il y a un côté tellement important au niveau de la concentration qu'il faut avoir et qu'on ne peut jamais relâcher. Et surtout à Monaco parce qu'il n'y a pas de ligne droite pour se reposer. Pour un pilote, le seul moment où il peut se reposer et bien respirer, c'est quand il est en ligne droite. Dans les virages où il encaisse beaucoup de jets, généralement un pilote est en apnée. Mais il disait ici, vous savez, le banking c'est impressionnant, ça pose des problèmes aux pneumatiques. Ah oui. En réalité pour nous, c'est pas compliqué, ça passe facilement à fond, la voiture ne bouge pas. Et c'est ça qui est assez inquiétant, c'est que quand Ralf Schumacher a connu son problème vendredi, eh bien il a perdu la voiture d'une manière tellement brutale. Oui, c'est ce qu'il disait, il y a même les capteurs qu'ils ont, etc. Il n'y a aucun signe précurseur, il n'y a aucun avertissement et c'est évidemment un des dangers majeurs. Voilà, Schumacher tour le plus rapide, 1:11.8. Ah, ils y vont, hein, ils accélèrent la cadence du côté des deux Ferrari. Ça c'est des chronos qui à mon avis ont été, c'est aussi vite que les McLaren ou les Renault. Ils ont l'air de maintenant se battre, probablement qu'ils leur ont dit utiliser tel régime moteur. Mais ce serait quand même le comble qu'il y en ait un des deux qui abandonne.
Parce que ici ils peuvent prendre maximum de points, 10 et 8, 18 points, super affaire au championnat du monde des constructeurs et très bonne affaire au championnat des pilotes d'une manière assez incongrue. Michael Schumacher qui va revenir tout doucement se mêler à la lutte pour le titre du fait de l'abandon forcé de toutes les autres voitures et de tous les autres candidats au titre. L'année prochaine, on parle de Grand Prix qui pourrait se disputer sur 2 jours avec le vendredi des essais privés. Et puis le samedi la qualif et le dimanche la course. Il y aurait alors une limitation pour les autres essais de l'année à 10 jours, mais Ferrari ne serait pas d'accord avec cela. On écoute Frisaker. Voilà, ça c'est relativement clair, un box-box, donc ça veut dire, eh oui, vous avez gagné, rentrez au stade pour Frisaker. Voilà. Qui rentre, Schumacher 1:11.7, le tour le plus rapide. Frisaker qui est en 5e position, qui rentre au stand. Voilà, c'est avec lui que j'avais fait mes tours en biplace là au Mugello. Oh là, visiblement il n'était pas prêt avec l'embout de ravitaillement, et c'est peut-être Albers qui va en profiter pour repasser devant lui. Voilà, Montero est toujours 3e, il passe devant nous à 48 secondes. Il n'a pas encore été doublé, hein, Montero. Long ravitaillement, très long ravitaillement. Mais et voilà, Albers est repassé devant. Albers est repassé devant, mais à la faveur du ravitaillement, évidemment. Albers qui avait calé lors de son ravitaillement. Repasse Frisaker où ils ont eu un souci, je pense, avec le premier embout de ravitaillement, et c'est pour ça qu'ils ont pris le deuxième. Oui, il va ressortir il va venir se mettre entre les deux Ferrari. Ouais, et ça, c'est pas une bonne affaire pour le champion du monde. Une 11.8 pour Barrichello et une 11.7 pour Michael Schumacher. Flavio qui avait proposé une formule de qualification un peu particulière en disant on pourrait diviser l'année prochaine l'heure de qualification en 4 fois 15 minutes. Tout le monde en piste ensemble. Après le premier quart d'heure, on arrête. Les 4 derniers ne repartent plus et occupent les 4 dernières places sur la grille de départ. On remet les autres en piste et après un quart d'heure, on élimine de nouveau les 4 derniers. Et puis on se retrouve pour le dernier quart d'heure avec 8 pilotes qui déterminent les 8 premières places sur la grille. C'était assez original, il y avait de l'idée. Mais évidemment, on est loin du compte et d'avoir un accord, surtout un accord unanime de tout le monde sur ce type de format. Les manœuvres de dépassement des Ferrari. Ça fait l'affaire de Barrichello qui reste devant. Et voilà la rentrée là, de Karthikeyan. La rentrée de Karthikeyan. On en est où là? Au 46e tour. Et sur la grille de départ, il y avait beaucoup de supporters indiens qui étaient... il y avait plusieurs centaines de supporters. Il était les saluer, il était fou de joie. Ça commence à être un peu... ça va encore. Voilà, il repart Karthikeyan. Eh bien, on fait vite une petite coupure, 55 secondes, et on se retrouve pour la suite de ce Grand Prix pour le moins particulier. Allez, à tout de suite. Et nous revoilà donc au Grand Prix des États-Unis, 48 tours. Barrichello 3 secondes d'avance sur Michael Schumacher. Et il n'arrête pas de battre et de rebattre les records du tour. Les deux pilotes Ferrari qui augmentent sans arrêt la cadence. Le premier passe la ligne, bat le record du tour. Le deuxième arrive quelques secondes plus tard et bat aussi le record du tour. Et Barrichello va rentrer sous peu. On est préparé là chez Ferrari. Voilà l'explication. En réalité, le record du tour, il était établi l'an dernier. C'était 1:10.339. Le record absolu. Le record du tour, Gaëtan. Oui, mais le record du tour de cette course-ci donc est battu une fois par Schumacher, une fois par Barrichello. Le record absolu dans l'histoire a effectivement été établi l'année dernière, mais pour l'instant c'est le tour le plus rapide et c'est Michael Schumacher. C'est ça que je voulais dire, évidemment. Le record du tour de cette année, pour l'instant en course, appartient au champion du monde et son équipier rentre au stade. Alors c'est ici sans doute, Thierry, que le Grand Prix va se jouer, hein, non? Oui. On mesure de nouveau l'usure des pneumatiques à l'arrière. Oui. Bon ravitaillement. Ouais. Alors est-ce que Michael Schumacher a la piste dégagée pour pouvoir réaliser 2 bons tours comme il en a l'habitude? C'est ici, hein. C'est ici qu'il va prendre ou non la tête, en sachant qu'il doit encore lui aussi rentrer, bien sûr. Ce serait sympa si Barrichello gagnait.
Ah, mais l'autre va tout faire pour essayer de gagner aussi. Vous imaginez, il est sevré de victoire depuis le Japon l'année dernière. Barrichello aussi voudrait tellement gagner et à mon avis il n'a pas tellement envie de lui faire plaisir, même si ça va, hein, ils s'entendent relativement bien tous les deux, mais c'est plus tout à fait la même chose que par le passé. Jordan ici dans le premier virage. Jordan qui a pu réutiliser sa troisième voiture ici, qui était aux mains du pilote néerlandais Doornbos. Il n'avait plus pu le faire au Canada suite aux problèmes de pneus déjà à l'époque avec Montagny qui avait utilisé 2 trains de trop au Nürburgring le vendredi. La troisième voiture qui reste un avantage. Ron Dennis le reconnaissait tout en disant c'est un avantage, mais c'est aussi un avantage pour notre partenaire de pneus Michelin qui redistribue toutes les données aux autres, et donc d'une certaine manière ça peut être un avantage pour tout le monde. Et puis Nick Fry qui n'était pas loin, le patron de chez Bahrain Honda, disait oui c'est vrai, mais moi qui n'ai plus cette troisième voiture, eh bien je peux vous dire que c'est une énorme perte, et donc ça reste un énorme avantage. Ron Dennis le reconnaissait. Et ça va probablement se jouer ici. Albers avec sa Minardi qui est devant Michael Schumacher, qui va rentrer à la fin de ce tour-ci pour son deuxième et dernier ravitaillement. Il est monté sur le vibreur à l'intérieur du virage numéro 11. Et voilà, il pique à droite. Michael Schumacher qui rentre, Barrichello qui va reprendre ou ne pas reprendre la tête. On est au 50e tour. Et cette fois-ci, pas de pneumatique de réserve pour changer les arrières. On met simplement du carburant. À peu près une bonne septantaine de litres. Mais non, à mon avis, ce sera Barrichello. Ouais. Ça va être juste. Oh, Barrichello, Schum, ça va être juste, c'est Schum. C'est Barrichello. C'est Barrichello. C'est il va tout droit. Il va tout droit, Rubens. Et bien voilà, on avait dit c'est ici que ça allait se jouer. Ah, on va revoir. Tout juste. Schumacher est passé, je vous l'ai dit, il va pas faire de cadeau. Ouais, maintenant, avec ses pneus sales en étant passés dans le gazon, il va falloir quelques virages pour les nettoyer. Oh là là, ça doit être dur, hein. Ça doit être dur pour Rubinho. À quoi ça s'est joué? Ils étaient l'un à côté de l'autre, quasi. On va certainement le revoir, je l'espère. Et maintenant, Michael Schumacher est en passe de gagner, de partir pour gagner ce Grand Prix tronqué des États-Unis. On se rappelle déjà qu'il nous avait servi quelque chose d'un peu particulier là quand ils avaient voulu terminer tous les deux en même temps sur la grille, sur la ligne. Et finalement, c'était Barrichello qui s'était imposé pour un écart minime. Albers qui est repassé par les stands. Dommage qu'ils ne nous remontrent pas. Ils vont nous remontrer quand même ce dépassement limite en bout de ligne droite à la sortie des stands. Voilà, les deux Ferrari qui vont se retrouver l'un derrière l'autre. Il va encore avoir une... non, la Minardi va quand même... oh là là, non. Il est de nouveau dans le chemin. Mauvaise affaire pour Barrichello. Il y a les drapeaux bleus qui vont être agités. Mais enfin, on perd quand même toujours du temps. Ouais, ça tombe mal dans l'infield, la partie la plus sinueuse du circuit, où il y a très peu d'adhérence. On avait énormément de blocage de roues. Voilà. Alors, comment va réagir Barrichello? Parce que, sincèrement, voilà. Ça a 340 km/h en bout de ligne droite. Et il était gentil, hein, Barrichello. Il a fait un petit écart pour ne pas risquer de toucher son coéquipier. Et à cause de ça, eh bien, il était tout droit. Comme quoi, les positions n'étaient pas figées. Hein. Ils se sont vraiment battus à la régulière. Ouais, ils se sont battus à la régulière. Mais c'est un peu contradictoire avec ce qu'il racontait autrefois, Barrichello, en disant tiens, maintenant, je ne me bougerai plus pour laisser passer... mon équipier, regardez. Et puis là, il s'est quand même un petit peu bougé. Enfin, bougé, tous les deux, non, tous les deux. Ils ont tous les deux fait attention. Hein. Tous les deux ont bloqué leur roue. Et Barrichello qui passe, à mon avis, c'est la 3e ou la 4e fois ici à Indianapolis qu'il va tout droit au freinage du premier virage.
Alors que l'on reçoit là un communiqué maintenant avec réaction de certains observateurs. Nick Fry, le patron de chez Baronda, qui dit on a essayé jusqu'à 5 minutes de la fin de trouver une solution, mais on a été averti par notre manufacturier de pneus que ce n'était pas en toute sécurité qu'on pouvait courir, et donc on a dû respecter ça. On ne pouvait pas mettre nos pilotes dans une situation qui n'était pas sûre à 100%. Ricardo Zonta, le pilote qui remplaçait Ralph chez Toyota, dit évidemment on aurait bien voulu courir, mais dans les conditions qu'il y avait aujourd'hui, c'était vraiment très risqué. Imaginez qu'il y ait eu un crash au 2e tour, au 5e tour, au 70e tour, ça aurait été terrible et personne n'aurait voulu ça. On a donc décidé pour des raisons de sécurité de ne pas courir. Christian Klein, le pilote de chez Red Bull, qui dit c'est très triste pour tout le monde. On est terriblement déçus, nos pilotes, mais aussi bien sûr pour les spectateurs. Ils viennent tous ici pour voir une course, et évidemment ce n'est pas bon du tout pour la Formule 1 aux États-Unis, on en est bien conscient, mais que voulez-vous, c'est la sécurité d'abord, et là on ne pouvait pas faire autrement. Il aurait voulu, lui, rajoute-t-il, travailler avec une chicane, parce que là on aurait au moins pu courir, mais que voulez-vous, là interviennent, dit-il, des contingences politiques qui nous dépassent. Van Dennis disant lui, on a reçu une confirmation écrite de Michelin comme quoi les pneus n'étaient pas sûrs à 100%, mais que si on mettait une chicane pour ralentir les voitures avant le virage 13 à l'entrée du banking, ça a encore été confirmé à différents moments durant la matinée. On a essayé de convaincre avec d'autres teams la FIA de mettre une chicane, mais ils ont refusé. Alors on lui demande, qu'est-ce que vous croyez que les 150 000 spectateurs, c'est ce qu'on nous annonce, rendez-vous compte, pour penser de tout cela. Il a dit, notre responsabilité première, c'est la sécurité de nos pilotes. Je comprends que les conséquences, Madame Albers, vont être terribles pour la Formule 1. Et que certainement c'est un très mauvais point pour cela, mais que voulez-vous, on ne pouvait pas non plus, en ayant reçu ce document tellement explicite de Michelin, lancer nos pilotes dans une telle galère. Les teams n'avaient pas d'alternative. On aurait pu faire une course même qui ne compte pas pour le championnat du monde ici. On était prêt même pour faire la course plus tard. On a tout essayé, mais on ne pouvait pas courir ce risque-là pour nos pilotes. Je vous interromps 2 minutes, Gaëtan, parce que Barrichello, regardez-le, il revient comme un fou sur Michael Schumacher au rythme de plus d'1 seconde au tour. Il demande aussi s'il croit que ce sera la dernière visite de la F1 aux États-Unis. Il dit j'espère sincèrement que non, mais c'est un very bad day pour Formula One. Très mauvais jour pour la F1, mais une démonstration de toutes les difficultés que les teams rencontrent, et chaque fois essayer de trouver des problèmes. On a été informé de ces problèmes par Michelin vendredi. Et les derniers tests qui ont été effectués par Michelin en Europe ont montré que c'était trop risqué. Voilà, quelques réactions donc qu'on vous livre comme ça telle quelle. Déclaration faite à l'instant dans le paddock par quelques observateurs. Donc on en revient à cette bagarre après 56 tours entre Michael Schumacher et Barrichello. 7 dixièmes entre les deux. C'est rien du tout. Montero 3e, Kartikeyan 4e, Albers 5e et Friesacker 6e. L'année prochaine, où on ne sait pas si on aura encore 19 Grands Prix ou un peu moins. 17 suffirait, disait Peter Sauber. Van Dennis, c'est plutôt cet avis-là aussi. Frank Williams, lui, disait plus il y a de Grand Prix, plus Bernie s'enrichit et plus les teams s'appauvrissent. Difficile de trouver une formule qui contente tout le monde. Mais Van Dennis avait un côté très humain en parlant de la vie de famille, des mécaniciens, etc. Et en disant vraiment avoir ce qu'ils appellent des back-to-back races, donc des courses, des grands prix qui se succèdent comme ça de semaine en semaine, 2 en une semaine. Ça, c'est vraiment trop, surtout que ça arrive plusieurs fois sur la saison. Alors il y en a d'autres qui proposaient d'étendre la saison, de commencer la saison au mois de janvier par exemple. Mais il y en a beaucoup qui disaient non, ça c'est un non-sens. Peter Sauber par exemple disait il faut du temps pour construire une nouvelle voiture, pour la tester en hiver, et donc ça ce serait pas une bonne idée.
Il nous reste une dernière coupure, Thierry, de 1 minute 50. Quand est-ce qu'on la place? Est-ce qu'on la place maintenant et qu'on voit la fin de la bagarre? Oui, parce que si jamais il se bagarre plus fort. Allez, on se quitte pour la dernière fois, 1 minute 50, et on se retrouve pour la fin de ce Grand Prix après 1 minute 50. À tout de suite. Ferrari qui se battent, semble-t-il, à la régulière. Michael Schumacher, Rubens Barrichello qui sont là avec une demi-seconde. 5/10. Barrichello a tourné plus vite ce tour-ci, l'un derrière l'autre. Monteiro 3e, Karthikeyan, Albers Frisaker, tous les autres, vous le savez, n'ont pas pris le départ. Une course incroyable, vraiment un scénario inimaginable. Est-ce que Barrichello va revenir et dépasser Schum? Eh bien, ce sera pas facile, c'est clair. Schumacher est attaché terriblement à cette première victoire. C'était Rose. Donc c'était Ross Brown qui disait je veux les 2 voitures à l'arrivée et il demandait de réduire les RPM, le régime moteur utilisé. Ça se voit un petit peu en vitesse de pointe pour l'instant. Et il veut les 2 voitures à l'arrivée, hein. Ça c'est normal et c'est presque un langage codé pour dire vous pouvez vous battre mais faites pas l'idiot quand même. Parce que s'ils terminent premier et deuxième, ils vont marquer 18 points au championnat du monde des constructeurs. Et tout d'un coup, ils vont passer de la 5e place à la 2e, à égalité avec McLaren. Un terrible bond en avant pour Ferrari, de manière évidemment un peu particulière, mais ça c'est pas leur faute. Tout à fait, ils ne seront plus qu'à 13 points de l'écurie Renault. Quelle certaine pression. Je discutais avec des collègues français qui me disaient qu'avec l'arrivée prochaine de Carlos Ghosn, le nouveau patron qui viendra d'ailleurs au Grand Prix de France, eh bien il y a une pression terrible dans les rangs. Pourtant ils ont fait un très bon début de saison, ils ont gagné des Grands Prix, ils sont en tête des 2 championnats, donc tout va bien, mais il y a une certaine nervosité, me disait-on, dans le team, avec une pression. C'est vrai que Renault souvent a un peu de mal à gérer la période estivale, qui n'est pas la meilleure pour eux. Ce sera intéressant de voir comment ils vont faire ici, mais ils avaient l'impression d'être un peu dépassés maintenant par l'écurie McLaren qui devenait la référence. Maintenant ils vont devoir encore gérer le retour de Ferrari. Tout ça on verra dans 15 jours, on l'espère, dans des conditions un peu plus sportives, je dirais, et en toute sécurité. À propos de sport et de respect cette fois-ci des règlements, Thierry, on roule avec peu d'appui ici comme on roule avec peu d'appui au Canada. La Fédération internationale automobile avait alerté un peu ses contrôleurs en disant attention aux interprétations limites du règlement et notamment à la flexibilité des ailerons, hein, Thierry. Ben oui, parce que les écuries de Formule 1, ils travaillent tous, les ingénieurs surtout, sur des ailerons flexibles. Les ailerons flexibles, on peut les utiliser uniquement sur les circuits où il n'y a pas de virage très rapide, où ils ont besoin d'énormément d'appui aérodynamique, comme c'est par exemple le cas à Spa-Francorchamps avec le Rédillon ou avec Blanchimont. Et comme ici à Indianapolis, eh bien, vous avez l'infield qui est très lent avec des virages en première vitesse comme ici à 80 km/h. Et puis cette portion à partir du virage numéro 11 où il reste pendant 22 secondes à pleine charge. Ici il monte sur l'ovale mais ça passe facilement à fond. Le banking, pas de souci, ça passe facilement à fond. Et bien s'ils ont un aileron arrière qui commence avec la pression aérodynamique vers 250-300 km/h à s'abaisser, eh bien ils peuvent facilement gagner 3, 4 ou même 5 km/h. Alors la FIA maintenant, elle a précisé dans le règlement qu'il y avait des contrôles qui étaient effectués sur la flexibilité des ailerons et ils ne peuvent pas se déformer de plus de 5 mm quand une charge de 500 Newton est appliquée dessus de manière verticale. Et ils ont, après les qualifications hier, j'ai vu Joe Bauer, responsable technique de la FIA, démonter l'aileron de la Toyota de Jarno Trulli ainsi qu'un aileron Ferrari. Alors, conséquence du petit message de Ross Brown, Barrichello est à 2 secondes 6 de Michael Schumacher. Donc c'est presque là comme si on figeait les positions. 62 tours, il en reste 11, 2 secondes 6. Subitement l'écart a agrandi entre Michael Schumacher et Rubens Barrichello. Monteiro est en 3e position, Karthikeyan 4e, Albers 5e et Frisaker 6e. Il n'y aura jamais de 7e et de 8e, ni personne d'autre dans ce Grand Prix des États-Unis complètement anachronique et surréaliste.
discutaient aussi beaucoup dans les paddocks, les directeurs techniques, ils discutaient entre eux du lest qu'il faudrait peut-être bannir dans le... Voilà, on lui donne le chrono qu'il doit pouvoir réaliser. L'objectif à atteindre. Donc je disais le lest qu'on pourrait peut-être être amené à bannir dans l'aileron avant, parce qu'il disait, bon, bien sûr ce poids ça aide à avoir plus de grip mécanique, à réduire même peut-être la dégradation des pneumatiques, mais si jamais un jour il y a un accident, et bien avec tellement de lest sur l'avant, ça pourrait devenir un projectile. C'est pas interdit par le règlement de mettre le lest là à l'avant, mais le groupe technique des directeurs techniques discute éventuellement d'une limitation du nombre de kilos ou éventuellement même d'une interdiction. Oui, les Formule 1 qui doivent peser 600 kilos à la fin du Grand Prix, pilote à bord, donc ce qui veut dire en réalité à peu près 540 kilos. Eh bien, les plus légères, elles sont à peu près à 440 kilos. Ils ont près de 100 kilos de lest qu'ils peuvent placer le plus bas possible, soit à l'avant, soit à l'arrière, en fonction de l'équilibre et de l'usure des pneumatiques. Oui, 2 secondes 4, l'écart se stabilise. Sans doute la victoire pour le champion du monde. Il faut encore que la voiture tienne jusqu'au bout, bien sûr, et le sourire retrouvé, sans doute un peu forcé, pour Jean Todt, le patron du team, qui a son bâton de maréchal chez les Rouges dans la Scuderia, qui se donne toujours tous les moyens de sa politique. Ce petit bonhomme qui était copilote au départ en rallye, et puis qui a tout gagné un peu partout où il est passé. Personnage qui travaille énormément, qui a un peu sacrifié sa vie privée. Insatisfait perpétuellement, mais un meneur d'hommes, jamais rassuré. Enfin, cette année, on voit qu'il est souvent accompagné sur les Grands Prix. Oui, c'est vrai. Mais oui, mais on lui a posé la question au Canada, et alors il disait, et vous savez, en fait, j'ai mon fils, mais mon fils, il est avec moi dans le paddock et il a ses activités de plus en plus, je le vois moins souvent. Et puis j'ai ma fiancée, disait-il, mais ma fiancée, elle a un agenda très très chargé, et donc chacun est de son côté, chacun mène sa vie, et on essaie de se voir quand on peut se voir. Bon, c'est son choix. Mais on sait, hein, c'est un travailleur infatigable, un angoissé. Il dit, je suis incapable, c'est une de mes faiblesses, de faire quelque chose sans le faire à fond jusqu'au bout, en travaillant sans doute trop et en examinant toutes les possibilités. On a quand même tenu à souligner qu'il voulait aussi quand même essayer de se rendre utile et qu'il s'était engagé dans l'Institut du cerveau et de la moelle épinière pour essayer quand même de faire quelque chose d'utile. Il est certainement plus sensible qu'on l'imagine. Il a fait ça avec Michael Schumacher notamment et avec son grand ami, le professeur Saillant en France. Il est aussi un grand collectionneur d'art, un homme de fidélité, de défi. Si jamais vous lui jouez un salto, bon amusement, parce qu'il est assez rancunier. Je ne vois pas à qui vous pensez, Gaëtan. Non, mais c'est vrai qu'il est assez... faut faire attention avec... Ah ouais, voilà, vous voyez, là chez Ferrari, où on voit où les voitures se retrouvent sur le circuit. Voilà Jean Todt, dont on parlait il y a un instant. Sensiné de l'organisation, aussi des dons incroyables en calcul mental, un maniaque de l'ordre et de la propreté. Alors je vous donne, Gaëtan, un nouveau communiqué qui vient de nous être apporté et on remercie le service presse Indianapolis qui est probablement le plus performant qu'on a vu depuis des années. C'est incroyable. Avec beaucoup de personnes assez âgées d'ailleurs. Ils engagent, que ce soit dans les parkings, à l'entrée, etc., un personnel plus âgé, mais vraiment très très aimable, hein, et efficace. Et souvent ce sont les plus fiables, ceux sur qui on veut le plus compter. Oui, tout à fait, avec notre ami Roger. Et voilà. Ben voilà les amis indiens dont on parlait tout à l'heure, les amis de Karthikeyan. C'est étonnant qu'eux quittent la piste parce que leur pilote fétiche, ils vont peut-être voir vers le podium. Leur pilote fétiche est quatrième, Montero, qui va monter sur le podium. Ça c'est surréaliste. Et donc voilà encore une petite réaction de Jacques Villeneuve qui dit on n'avait pas le choix. Les pneus étaient dangereux, peut-être que certaines voitures auraient pu passer, mais c'était aussi dangereux pour le public. C'était une décision de Michelin
et c'était la seule décision qui pouvait être prise. On aurait dû rouler avec une chicane si une chicane avait pu être mise avant le banking, mais Ferrari n'a pas accepté. C'est terriblement décevant, surtout pour les spectateurs. Il y a 3 teams qui roulent et il y en a un des 3 qui n'était pas d'accord avec la chicane. Ça aurait pu, en mettant une chicane, aider le sport, mais d'un autre côté, je comprends leur position. Ce n'est pas leur faute à Ferrari, dit Jacques Villeneuve, si les pneumatiques adverses ne fonctionnaient pas. Là, il est sympa, il a raison, hein, Jacques, de dire ça. C'est terrible parce qu'on pourrait rien faire. On est venu ici, on a vu qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas et c'est la loi, c'est la règle. Il faut l'accepter et il faut courir en accordance avec les règles. C'est embarrassant, mais bien sûr, si vous aviez 14 voitures dans le mur après 20 tours, avec des risques pour le public, eh bien, qu'auriez-vous dit, qu'aurions-nous dit et de quoi aurions-nous eu l'air? Avec une chicane, on aurait pu s'en sortir, mais on ne savait rien y faire. L'affaire n'était plus dans nos mains. Mais j'espère bien qu'on ne revivra jamais une situation pareille. Felipe Massa dit, lui, c'est pas ma décision, c'était la décision de Michelin et aussi de la FIA, et je ne peux pas ajouter grand chose d'autre, si ce n'est que je suis très déçu et que c'est très mauvais pour notre sport. Mais la sécurité, notre sécurité, c'est les spectateurs avant tout. Voilà, si on amène encore des bottins comme ça, Thierry, maintenant vous fermez la porte, hein, parce que ça suffit. Et en plus, il reste 5 tours. Il reste 5 tours. Et je me demande si les autres pilotes sont encore là, ou bien ils ont été assistés au festival de musique de jazz qu'il y a dans la ville d'Indianapolis. À mon avis, ils n'ont pas tant intérêt à se montrer. Barrichello a renoncé. Ouais, c'est amusant parce que nos voisins, la cabine d'à côté, ils ont arrêté de retransmettre le Grand Prix. Non, mais il y a plusieurs chaînes qui ont arrêté de retransmettre le Grand Prix. Nous, on a continué. Ben voilà, on fait notre métier en se rendant bien compte que c'est pas un grand spectacle et que bon, c'est pas de notre faute, hein, les amis. Donc merci à ceux qui sont toujours avec nous. Les passionnés, il y en a beaucoup d'autres qui nous ont peut-être quittés, sans doute, on les comprend aussi. Nous, on essaye de vous raconter un peu tout ce qu'on a pu glaner comme info, et Dieu sait si on en a raconté pendant ce week-end. C'est notre boulot, on le fait, et puis c'est pas la faute des Ferrari, ni des Jordan, ni des Minardi. S'il y a un problème qui est arrivé avec Michelin, c'est bien malheureux, mais voilà, c'est comme ça. C'est dommage surtout pour les spectateurs présents ici. Voilà, petit message de la responsable de presse de chez Minardi qui donne à Stoddart, qui monte ça à la caméra, mais la caméra ne le passe pas. Albers qui est en 5e position. Je me demande si c'était pas le communiqué que vous nous avez traduit en direct. Hein. Ah, mais voilà, mais alors on est en avance sur ce que l'on va proposer en Mondiovision. Quelle prouesse! Parce que le team Minardi est tout au bout par rapport à notre cabine qui est ici à gauche de l'image, et le team Minardi au début de l'entrée de la pit lane. Donc on a eu comme vainqueur cette année Fisichella, Alonso 3 fois de suite, Raikkonen 2 fois de suite, Alonso puis Raikkonen. On va en avoir un nouveau maintenant, Michael Schumacher plus que probablement, qui va donc plus que probablement signer le 84e succès de sa carrière. 84e victoire, Barrichello en a 9 à son actif, il aurait pu ajouter une 10e. Ce ne sera pas le cas, ça s'est joué tout à l'heure, vous l'avez vu. Pour l'instant, c'est toujours lui qui a le tour le plus rapide. Ça fera son 69e tour le plus rapide, son 140e podium. Il aura glané ainsi depuis le début de sa carrière 1220 points. Il a toujours 63 pôles. Ça, c'est une chose qui va lui manquer puisque Ayrton Senna en a toujours 65. Il a fait tout ça, Michael Schumacher, en 221 Grands Prix. C'est le doyen au niveau des Grands Prix disputés. 7 titres de champion du monde. Et ça fera sans doute la 183e victoire de Ferrari en 713 courses. Ferrari, 14 fois champion du monde des constructeurs. Alors bien sûr, on aurait préféré voir une victoire à la régulière. Ceci dit, ça fera plaisir à tous nos amis italiens. On pense à tous les restaurateurs italiens en Belgique qui sont chaque fois déçus quand les Ferrari ne gagnent pas. Ah bah alors aujourd'hui ils vont faire la fête, hein. Dites qu'on rentre en Belgique, on va aller manger chez eux. Alors, voilà,
Voilà, ben oui, de toute façon c'est pas de leur faute ici, c'est clair, c'est vrai, mais ils reviennent à la régulière. Bon, je suis pas sûr qu'ils auraient gagné parce que la McLaren me paraissait vraiment très en verve ici avec Kimi Raikkonen au volant, mais je pense qu'ils auraient pu mener la vie dure et s'intercaler peut-être entre les McLaren et les Renault. Bon, les Renault étaient bien aussi, hein, avec Fisichella très bien ici aussi, décidément il a toujours pas de chance celui-là, il était 4e sur la grille donc tout allait bien, et puis voilà, il peut pas disputer le Grand Prix. Alonso n'était pas mal non plus. Montoya était un peu loin, très fort pénalisé par le fait qu'il ait dû s'élancer très tôt dans la séance qualificative suite à sa petite étourderie montréalaise, mais bon voilà. Et les photographes qui commencent maintenant à venir rejoindre la ligne d'arrivée pour immortaliser ce moment. Décidément, les arrivées de Ferrari ici, c'est toujours quelque chose de particulier. Je suis quand même curieux de voir la cérémonie du podium et la réaction du public. 4 secondes maintenant entre Michael Schumacher et Rubens Barrichello. Et vraiment très étonnant, hein, vraiment très étonnant ce qu'on aura vécu ici. Ça c'est le moins que l'on puisse dire. Où Trulli avait signé sa première pole de l'année, la 3e de sa carrière. Il en avait déjà fait une à Monaco et en Belgique l'année dernière. C'était la première fois qu'on n'avait pas une Ferrari en première ligne. Mais pour le départ, on en avait presque une en première ligne puisque il n'y avait pas de voiture devant et Schumacher s'était lancé tout seul de son côté. Et puis c'est presque une séance aussi d'essai grandeur nature pour eux, encore que les deux pilotes Ferrari ont dû se battre. Il a fait ses 73 tours. Schumacher, il est dans son dernier tour. On va revenir sur lui avec Monteiro qui s'accroche donc à la 3e place sur le podium. Et donc le dernier tour de Michael Schumacher qui va remporter sa 84e victoire, qui fait une très belle opération évidemment au classement du championnat du monde. Ouais. Et alors que tout le public a été se mettre à hauteur de la ligne d'arrivée, il y a énormément de marshals habillés en jaune et noir qui sont intercalés entre le grillage et les endroits où peuvent se mettre le public. Il a 24 points Michael Schumacher, donc on va en rajouter 10, ça fera 34. Il va venir se mettre en 3e position du championnat. 59 pour Alonso, 37 pour Raikkonen, 34 pour Michael Schumacher. Ça veut dire que la lutte pour le titre est totalement relancée. Et au niveau des constructeurs, vous l'avez dit tout à l'heure, ils vont se mettre en 2e position derrière Renault. Voilà, victoire donc assez particulière de Michael Schumacher. Rubens Barrichello 2e, un doublé pour Ferrari, mais sans goût, sans sel évidemment. Et 3e, il ne doit pas en croire ses yeux, Monteiro, 3e avec la Jordan. Thiago Monteiro, super sympa, le Portugais qui parle très bien français et qui va donc être sur le podium, le plus beau moment de sa carrière. 4e, l'Indien Karthikeyan. Rendez-vous compte le nombre de points que vont marquer les Jordan et les Minardi, avec Albers 5e et Frisaker 6e. Et bien, ils vont marquer un paquet de points. Ils ont plus de points que les Bar Honda. Oui. Vu qu'ils n'avaient pas encore marqué de points pendant les 8 premiers Grands Prix de cette saison. Mais quelle va être la réaction du public quand ils vont revenir se ranger ici? Voilà, et ben on a une petite interruption de 14 secondes. La réaction du public, on l'entend déjà. Je me demande si on eu pas. Oui, écoutez, tout le monde eu. 14 secondes et on revient en direct pour assister à ce podium qui, à mon avis, vaudra le détour de par la réaction du public. Allez, à tout de suite. And Raikkonen actually is 8, so that's where we go out. I'll remind you again, picking up rubber. Voilà, on donne le classement à Michael Schumacher, puisqu'il lui a dit que Raikkonen était 8e. Oui, on l'a dit que Raikkonen est 8e sur le classement, mais comme il a abandonné et comme il n'a pas effectué 90% la distance, donc il ne marque pas de points. Mais ceci dit, ça a de l'importance parce que pour le prochain Grand Prix à Magny-Cours, l'ordre de départ pour le tour de qualification, ça veut dire que Raikkonen partira 12e. Ouais, et ça veut dire qu'ils vont se mettre les pilotes en pneumatique Michelin en difficulté pour le prochain Grand Prix également par rapport à Ferrari. Et ça, c'est une conséquence importante. Hein. Ouais. Écoutez, eh bien, c'est incroyable. Hein. Je ne sais pas si vous l'entendez à Bruxelles, mais c'est une huée invraisemblable de tout le public et les bouteilles qui valsent de partout. Et d'ailleurs, chez Ferrari, ils n'exultent pas. Ils ont compris, mais c'est pas de leur faute, hein, mais ils ont compris que qu'il faut la jouer, low profile, donc en essayant d'être le plus discret possible, je dirais.
Ils sont là, tous les mécaniciens, mais et alors ça va être dur pour les mécaniciens de chez Jordan parce qu'eux, ils sont à la fête. On voit là tout en bas de l'image à droite, tous les gens de chez Ferrari. Et alors les gars de chez Jordan qui arrivent en courant, mais eux, ils sont fous de joie. Vous vous rendez compte, Montero est sur le podium. Oh là là, la réaction du public américain est terrible. Hein. Et regardez-moi les bouteilles qui sont envoyées dans le public. Schumacher qui va mettre sa voiture sur le podium. Et vous savez qu'ici aux États-Unis, elle est montée. Et Barrichello. Voilà. La voiture va être montée. Alors qu'est-ce qu'il va faire, Schumacher? Il ne sait pas que le public eut comme ça. On lui a peut-être dit parce qu'on n'entend pas tout. Vous voyez, le classement du championnat du monde, il revient en 3e place. Barrichello en 4e. Ça relance tout pour la suite, ça c'est sûr. Hein. Et donc une Ferrari qui gagne cette année. Mais il n'a rien à se reprocher, lui. Hein. Ils n'ont rien fait de mal, ça c'est vrai. Hein. Il a fait une belle course. Ils avaient fait des bons essais. Oh là là, écoutez, ça c'est incroyable. Hein. Mais c'est bien sûr, c'est pas le spectacle qu'on espérait voir. Les spectateurs présents ici qui ont payé leur ticket, les téléspectateurs, ici qui ont l'habitude de voir des courses vraiment toujours très animées. On pense au NASCAR, IRL, vous l'avez dit Gaëtan, où il y a de nombreux accidents. Barrichello, regardez Barrichello. Oh là là, c'est incroyable, et on envoie des projectiles. Il y a un projectile qui est passé et qui est arrivé jusque dans la pit lane. Et Jean Todt, il va aller sur le public, sur le public, moi je dis sur le podium. Oui, Montero, mais ça je suis content pour lui. Hein. Pour Montero, c'est formidable. Rendez-vous compte, Menardi, vous avez vu, ils ont marqué 7 points. Jordan marque aussi beaucoup de points, encore plus. Oh là là, vous ne le voyez pas, mais le nombre de bouteilles et de canettes qui sont envoyées. Pauvre Montero, lui, il n'en peut rien. Il est 3e, il est sur le podium. Moment de gloire incroyable pour Montero, qui a terminé tous les grands prix. Oh là là, pour Schum, ça ne doit pas être facile d'aller sur le podium. Hein. Mais non, mais comme vous l'avez dit Gaëtan, il a fait sa course. Si les concurrents avaient un problème de pneumatique, ah oui, non, lui, il n'en peut rien. C'est pas le problème de Ferrari. Bien sûr, ils n'ont pas aidé, ils sont pas venus en trouvant la solution miracle. Ils ont dit vous avez un problème, à vous à le solutionner. Ouais, mais bon, que voulez-vous faire, ils auraient pu accepter mais une chicane, mais c'est pas possible, c'est pas le règlement non plus. Moi je trouve qu'ils ont été corrects, Ferrari, ils ont joué le rôle. On les critique souvent et parfois on a raison de les critiquer, mais ici on peut rien dire, ils en peuvent rien, c'est malheureux, c'est malheureux. Le problème c'est que McLaren, Renault, etc. ils en peuvent rien non plus, mais voilà, c'est une sale affaire pour Michelin, ça c'est clair, c'est une très sale affaire pour le manufacturier français. Et pourtant c'est très rare. Regardez. Hein. Voilà, regardez, ils hésitent même à aller sur le podium. Hein. Est-ce qu'on va aller là-bas? Est-ce qu'on va essayer? Mais ça va crier fort, il dit. Ça c'est incroyable, hein, c'est une première, je vous l'ai dit, c'est un podium qui vaut la peine, c'est inimaginable, donc ils ne savent pas s'ils vont aller sur le podium, ils vont y aller, hein, mais... Voilà, ils montent le drapeau brésilien. Oh là là, écoutez. Et nous ils regardent, ils ne sont pas encore sur le podium. Voilà, ils arrivent. Voilà. Ça ne doit pas être facile. Hein. Ça ne doit pas être facile. Schumacher, Barrichello. Les Ferrari qui applaudissent. Thiago Montero qui ne sait plus comment il s'appelle. Et l'hymne allemand.
coups de sifflet. Des coups de sifflet comme on en entend vraiment peu, jamais. Et les trophées remis à Barrichello, Monteiro et Michael Schumacher, le vainqueur. Voilà les drapeaux portugais. Ah ouais. Et voilà. Et il n'y a pas de champagne. Oui, Monteiro. Montero, il boit son champagne, le pilote Ferrari. Une victoire au goût amer. Et bien nous, la seule chose qu'on peut espérer, c'est que dans 15 jours en France, eh bien, on est à nouveau un championnat de Formule 1 digne de ce nom, avec des belles bagarres sur la piste et 20 voitures qui pourront en découdre en toute sécurité. Pour ceux qui sont restés avec nous, eh bien, merci de votre fidélité. Rendez-vous dans 15 jours, les essais le samedi et puis le Grand Prix le dimanche, on l'espère, avec 20 voitures. Excellente fin de soirée à tous. Et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.